On est parti sur une très longue vidéo. Donc s'il y en a bien une que tu veux mettre en fond sur ta télé ou ta tablette et faire autre chose en même temps à côté, m'écouter même en mode podcast, etc., c'est celle-là. On va parler de l'actualité qu'il y a sur l'industrie du jeu vidéo. Et vous me connaissez, habituellement ce serait plus centré sur la VR, sauf que là, vu tout ce qui s'est passé récemment, à savoir le Summer Game Fest, le lancement de la Nintendo Switch 2, et cette petite news qui est que Meta a annulé son casque VR Quest 4, Quest 4S, bah, tous ces éléments-là qui n'ont pas forcément l'air d'être liés, je vais être obligé de les aborder pour qu'on parle ensemble de quel est l'avenir de l'industrie du jeu vidéo, quel est l'avenir de l'industrie du jeu vidéo VR, et donc du jeu vidéo classique aussi en même temps. Vous allez voir que tout est lié, c'est logique. J'en ai des choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Je n'ai mis que des notes, donc ça va aller au fil de la pensée, et je promets pas d'être très gentil. Vraiment, je vais pas être très gentil. J'en ai gros sur la patate. J'en ai gros sur la patate. Donc, on commence. Déjà, commençons par le Summer Game Fest. Le Summer Game Fest, c'est un des plus grands festivals qui est né d'un bébé qui s'appelle l'E3. L'E3, c'était un festival qui avait lieu à Los Angeles. Oui, Los Angeles, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui en gros présentait les nouvelles tech, toutes les nouvelles consoles, les nouveaux jeux vidéo. C'est un peu la caverne d'Ali Baba, le Agrabah incroyable des nouvelles technologies pour tous les gros geeks et nerds qui se respectent. C'était un peu le Valhalla, hein, on va pas se mentir. Et ce truc-là est mort. Et ça a donné naissance à un autre bébé, et plein d'autres bébés, comme la Gamescom, comme notamment le Summer Game Fest, qui a eu lieu ce week-end dernier. Et du coup, pendant 3 jours, il y a l'annonce de plein d'éditeurs qui se disent « Tiens, c'est le moment où je vais parler de tel jeu. C'est le moment où je vais présenter une petite démo, ou un trailer, où j'annonce... le développement d'un jeu qui est en cours, etc. Bref, c'est toute l'actualité, toutes les news, tout ce qu'il faut savoir. Et c'est un petit peu un regard sur ce qui va se passer demain, concrètement. Voilà. Donc c'est très suivi, c'est toujours... Alors il y a une grosse partie de malaise et de cringe, parce que ils peuvent pas s'empêcher au fil des années d'enrober ça dans un petit jeu de vidéo drôle. C'est un petit peu comme à l'époque... des podcasts, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait des conférences exceptionnelles et tout le monde les ont regardées en mode ça c'est drôle, ça c'est cool, les gens aiment bien, ça a l'air cool. Et si on faisait pareil, mais en plus cringe. Voilà, bon. Qu'est-ce qui sort de ce Summer Game Fest ? Alors, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, que ce soit peu importe Summer Game Fest, Nintendo, etc., c'est que mon avis personnel, c'est que mon ressenti en tant que gamer. Là, ça va être du moi-je. Je vais pas vous mentir. Je vais essayer d'avoir un point de vue pertinent sur l'industrie du jeu vidéo, enfin en tout cas comme ça que je l'aperçois, de mon humble point de vue. Est-ce que ce sera pertinent ou pas ? J'en sais rien. Est-ce que je suis le seul à penser comme ça ou pas ? Je n'en sais absolument rien, mais c'est mon ressenti. Bon, j'ai suivi le Summer Game Fest avec beaucoup d'attention, beaucoup d'assiduité. J'étais très, très hypé. Moi, je suis toujours content de découvrir ces petits trucs-là, parce que c'est l'occasion de voir des nouvelles créations, que ce soit du côté indé, que ce soit du côté triple A, double A, enfin bref, des grosses entreprises ou des moyennes, des petites, etc. Bref. Et du côté VR, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. J'ai noté 5 jeux, à savoir Sif VR, Legacy Shadow, qui est un peu une espèce de suite spirituelle du premier Sif qui existait. J'ai l'impression que c'est la suite. Et moi, dans le style graphique, ça me rappelle beaucoup un jeu de simulation et d'infiltration qui s'appelait Styx, S-T-Y-X. Tous les trucs dont je parle, je mettrai probablement des images en post-prod. Mais c'est un excellent jeu d'infiltration. Malheureusement, le genre de l'infiltration est décédé. Je ne sais pour quelle raison, parce que c'est mon jeu. C'est mon genre de jeu préféré. Et je pense qu'il y avait beaucoup de trucs à exploiter là-dedans. Mais bon, le grand public n'est pas forcément fan. Et puis c'était des jeux très exigeants et très difficiles. Hein. L'infiltration, on va pas se mentir, hein, c'était très difficile. C'est soit tu étais full fantôme, on ne te remarque pas, tu es tel une ombre de ninja. Et soit tu déclenches toutes les alarmes possibles, et alors là c'est terminado, et la partie s'arrête là.
Et du coup, un Civ VR Legacy Shadow, bah, ça peut avoir du sens. Le retour de l'infiltration via les outils de réalité virtuelle, ça peut vraiment avoir du sens. On a vu un petit peu à quoi ça ressemblait avec notamment Assassin's Creed VR. Ça marche, ça peut marcher. Et d'ailleurs, il y avait Ubisoft qui avait annoncé qu'il bossait sur un Splinter Cell, donc le retour de une des plus grosses licences de jeux d'infiltration qui est extrêmement chère à mon cœur, parce que je suis un grand amoureux de Splinter Cell, mais là c'est de la pure nostalgie qui parle, et je suis pas objectif du tout, puisque c'est les premiers jeux que j'ai fait avec mon père en coop, et mon frère aussi. Donc je sais que je suis pas... Enfin voilà, c'est mes goûts, c'est mon kiff. Et le gros versus de ça, c'était Metal Gear Solid. Il y avait deux écoles, Splinter Cell, Metal Gear. On pouvait retrouver autant de plaisir dans l'un que dans l'autre. Les deux étaient très complémentaires et offraient des gameplays complètement différents, une profondeur d'histoire totalement différente, et qui tombait à un moment de l'histoire où les gens avaient une fascination pour les plots politiques, les interventions militaires, ce genre de trucs. Et donc voilà, Sif, je pense qu'il peut être intéressant de ce que j'ai vu. Deadpool, il y a eu Deadpool aussi, avec d'ailleurs le doublage de Neil Patrick Harris. Donc tout le monde était tellement dans l'attente au moment du reveal de Deadpool, d'attendre la voix de Ryan Gosling ou Ryan Reynolds. Non, c'est Ryan Reynolds. J'ai toujours un doute, c'est insupportable. C'est Ryan Reynolds. Quasi sûr que c'est Ryan Reynolds. On est habitué à la voix de Ryan Reynolds en VO pour Deadpool, et là c'était Neil Patrick Harris, donc Barney Stinson de Mighty Mother, pour ceux que ça parle. Et je trouvais que ça passait. Elle était plutôt discrète, elle était plutôt réservée, mais ça passait. On n'a pas vu de gameplay, enfin, on a vu des morceaux très 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 rapides de gameplay, mais ça a l'air d'être des gameplays un peu scénarisés. Est-ce que ça sent pas bon ? Moi, mon avis, c'est que oui. Je pense que c'est aussi fun soit-il, aussi quatrième mur, un peu edgy à la Rick et Morty, ça puisse être. J'ai peur que le gameplay soit redondant, j'ai peur que ce soit répétitif, et j'ai peur qu'on en fasse le tour très très rapidement, et que ce soit un peu des petites blagues à la mode. Regardez, je suis trop fifou, je suis Deadpool, je suis trop un malade mental. Enfin, ça a pas l'air... ça n'a pas l'air d'être axé pour être quelque chose de bien écrit et bien construit, et je sais pas, je sens pas trop. Après il y a eu Reach VR aussi, Reach VR qui par contre visuellement avait l'air magnifique. Maintenant faut voir l'histoire qu'il y a derrière, faut voir les mécaniques de gameplay, mais ça a l'air très nerveux. Là pour le coup il y avait un peu plus d'images. Lui je trouve qu'il sent un peu bon, pourquoi pas, l'esthétique comme ça moi j'aime beaucoup, surtout les petites dorures métalliques, le côté un peu magique, à mi-chemin entre steampunk et fantastique, enfin, et en même temps pas vraiment, enfin, visuellement ça avait l'air cool. Il y a eu aussi Ghost Town dont j'avais déjà parlé sur la chaîne, donc finalement ça a été qu'un redit pour dire hey, regardez, le jeu existe, et Unseen Diplomacy 2 qui a l'air un peu mystérieux, mais pourquoi pas, enfin bref. En termes de jeux VR, on va pas se mentir, il n'y avait pas grand chose. Mais moi, en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de Summer Game Fest, et quel est le lien avec le fait que Meta, Quest, etc. C'est la manière dont l'industrie du jeu vidéo s'adresse au public. Le Summer Game Fest, c'est un outil. Ok, c'est un festival, c'est super cool, c'est fun, c'est bon délire, etc. Il y a du spectacle, il y a de la mise en scène, mais c'est avant tout un outil qui permet aux développeurs et surtout aux éditeurs d'avoir une passerelle entre eux et nous, tout simplement, le public. Entre eux qui distribuent les jeux et nous qui achetons en tant que consommateurs. Et alors, est-ce que c'est peut-être parce que j'ai des attentes du niveau E3 ? C'est possible, parce que chaque année à l'E3 il y avait des annonces de malade mental, hein, et c'était quelque chose l'E3, hein, même à suivre. Enfin, je dis ça comme si j'y avais été, mais non, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller malheureusement, mais c'était quelque chose. Ça avait l'air d'être quelque chose en physique, et déjà à travers ton écran de télé c'était quelque chose d'exceptionnel. Et là en fait, le Summer Game Fest,
Bah, je le ressens pas comme ça. Je le ressens comme un truc un peu mitigé, comme un truc un peu moyen. C'est-à-dire que il y a tellement, tellement de jeux qui sont montrés à la seconde. C'est un événement qui dure sur 3 jours. Là, c'était découpé. Je vais vous montrer le planning à l'écran. Hein. Le planning était monstrueux. C'est découpé en plein de showcases différents, donc en plein de conférences différentes. Des fois, c'est des constructeurs de consoles, des fois, c'est des gros éditeurs, et des fois, bah, c'était surtout par localisation sur la carte du monde. Par exemple, il me semble que c'était le Latina, South America. Enfin, c'était. J'ai plus les noms exacts. Il me semble qu'il y avait l'Australie, la zone Australie, la zone asiatique, South. C'était quoi? C'était South Europe ou South Asie, je crois, un truc comme ça. Enfin. Et en fait, il y a plein de trucs que les gamers attendaient. Il y a plein d'annonces qui paraissaient évidentes, comme par exemple Fable 4, qui est censé sortir avant la fin de l'année. On a eu, à la conférence Xbox, il y a eu aucune vidéo, aucune annonce, aucune info sur Fable 4. Donc ça devient de plus en plus inquiétant pour le développement du jeu. Hein. Je vais pas mentir, moi je suis un gros fan de Fable, et je me semble que c'est Lion's qui développe ça. Ça fait très peur. Half-Life 3, il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait eu des annonces sur Half-Life 3. Pareil, que dalle. PC Gaming Show, que dalle. Et en fait, tout ce qu'on a vu, c'est de la communication sur des roguelikes. Il y avait des roguelikes à en vomir. De même manière qu'il y a quelques années, on a eu une période de tendance sur les open world. Et j'en pouvais plus des open world. Je vomissais les open world. Bah là, c'est les roguelikes. Et quand c'est pas les roguelikes, c'est des jeux à la Stardew Valley. Et le prenez pas mal. J'ai aucun problème avec les roguelikes. J'ai aucun problème avec les jeux à la Stardew Valley. J'adore. J'ai pas eu l'occasion de faire Stardew Valley, mais j'avais fait Harvest Moon. J'adore les Animal Crossing. En fait, c'est pas le gameplay en part entière qui me gêne, c'est pas le style de jeu, c'est juste. C'est trop. C'est juste trop, en fait. On a déjà un jeu qui permet de faire ça. Ok, vous proposez une alternative, c'est cool. L'éditeur en face propose une autre alternative. Ok, bon, un de plus, pourquoi pas. T'as peut-être un truc spécifique à proposer, t'as peut-être un style graphique ou une époque particulière à proposer. Ok. Non, mais là, on en est au 28e, ou au 46e roguelike, ou au 50e Stardew Valley-like. C'est trop, en fait. Et c'est même pas c'est trop dans le sens je n'en peux plus de voir ces genres de jeux-là. C'est même au-delà de ça, c'est que il y a tellement de jeux vidéo qui sont présentés à cet événement que à peine t'as fini à peine t'as fini une conférence où t'en avais vu peut-être 30 d'affilée, que t'enchaînes par une autre conférence où t'en revois encore 20, 30, 40, et ton cerveau commence à mixer les souvenirs des autres trailers. Et en fait, t'as même plus le temps de processer, genre ce que tu viens de voir. T'as même plus le temps d'assimiler et comprendre qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui vient de t'être montré en fait, sauf quelques rares éléments qui vont vraiment te marquer. Mais dans le détail, j'ai dû voir peut-être une centaine de jeux, j'ai l'impression, en moins de 3 jours. Et j'ai aucune idée, mon cerveau n'a pas réussi à garder en mémoire tous les trucs qu'il y a, tu vois. Alors, c'est peut-être juste moi, hein. Je suis peut-être juste lent. Mais humainement, j'arrive pas à suivre. C'est trop. C'est trop. Et quand c'est pas des roguelikes et des Stardew Valley-like, c'est des jeux où les héros, le character design, donc l'apparence des personnages, c'est du Fortnite. C'est lisse, c'est basique. Je peux vous montrer 4 jeux différents là, que ça donne la même vibe. Il y a aucune différence. Il y a pas de direction artistique forte. C'est comme si je faisais le parallèle avec un film. C'est comme si je vous disais, voilà, là je vous montre 4 styles graphiques très différents. Il y a Matrix, il y a Eternal Sunshine of the Spotless Mind,
Là, je vous montre un thriller, je sais pas moi, Shining, et un film d'horreur, The Grudge, admettons. Visuellement, il y a une histoire qui est racontée. Visuellement, tu peux différencier chaque élément. Il y a un truc, tu vois. Là, je pourrais vous montrer plein de scènes différentes, plein de zones du jeu différentes dans un seul même jeu, que vous ne seriez pas sûr que c'est le même jeu ou que c'est un jeu différent. Enfin, il n'y a pas de direction artistique forte comme ce qu'on a pu voir récemment dans des jeux comme Expedition 33, comme je sais pas, des trucs qu'on voit visuellement et on sait que c'est ça, Kirby, autant que ce soit même du jeu pour enfants que des trucs très réalistes. Le problème, c'est pas le réalisme, c'est pas l'intensité, le niveau de graphisme, tu vois. J'ai aucun problème avec les graphismes simplifiés, j'adore ça. Je suis très, très client des jeux cosy, je suis très client de plein de trucs. Mais là, c'est tout se ressemblait en fait. Tout se ressemblait. Et en plus de ça, quand c'était pas des roguelikes, des Stardew Valley-like ou des Fortnite-like, c'était des Souls-like. Enfin, c'est bon. C'est bon. Alors, c'est très bien. C'était très très bien, mais on a déjà ce qu'il faut. On a déjà ce qu'il faut et on a déjà des équipes qui le développent très très bien. Donc laissez-les faire des suites. Hein, ok. On en a suffisamment. Et prenez le gameplay d'un Souls-like ou d'un Stardew Valley-like, etc. Si ça a vraiment du sens dans quelque chose, dans la proposition que vous nous faites en fait. Et c'est là où, pour moi, le dialogue entre les éditeurs et l'outil qu'est le Summer Game Fest et le grand public que nous sommes, entre guillemets, de consommateurs de jeux vidéo, il marche pas parce que j'ai l'impression d'être pris pour un pigeon. C'est vraiment genre, ah, t'as aimé ce truc-là ? Ah bah attends. J'ai l'impression d'avoir affaire à un algorithme. J'ai l'impression d'avoir affaire à un algorithme qui dit hey, t'as joué à The Elder Scrolls ? Bah écoute, on va te mettre. Tiens, c'est cadeau, c'est Fallout 76. Ce jeu-là, il a pas trop à voir, mais tiens, allez hop, c'est cadeau. Et c'est juste, c'est trop. Il y a même un développeur qui est arrivé sur scène, qui déjà de base était assez cringe dans son approche, mais bon, admettons, pourquoi pas. Je crois que c'était lui qui avait la casquette Makes Video Game Great Again ou un truc comme ça, bref. Et il dit, mot pour mot, il dit j'en ai marre des jeux à la Call of qui sont tous identiques. Ok, c'est une take, c'est une idée, j'entends et je comprends, tu vois. Mais derrière, plutôt que d'étayer ça et dire voilà, hop, j'arrive avec telle proposition originale, c'est risqué, elle a une DA forte, elle a une direction artistique forte, ou elle a un gameplay qui sort un peu des codes, ou quelque chose qui serait une prise de risque, où du coup il serait un peu en mode bon, je sais que ça va peut-être pas plaire à tout le monde, ça va peut-être un peu différent, mais j'essaie de proposer quelque chose de nouveau, tu vois. Non, le gars te dit j'en ai marre des jeux qui sont tout le temps les mêmes choses, des mêmes Call of, des machins, des trucs, et derrière il propose un Battle Royale. Mais tu me prends pour un dindon en fait. en tant que consommateur, puis je me sens pas respecté. Mais je me sens pas respecté en fait. Et c'en est un point où je me dis mais en fait c'est une gigantesque blague, c'est un prank en fait. On est à vidéo gag là. C'est quoi ? Vraiment, j'y crois pas. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible de tenir des discours pareils et de faire exactement le truc que tu reproches. Enfin, ça a aucun sens. Et du coup, je me sens pas compris. Je me sens pas compris dans mes goûts, je me sens pas compris dans mes attentes, je me sens pas compris et je me sens pas respecté en fait. J'ai juste l'impression d'être pris pour un jambon et que on se dit, bah voilà. Le grand public a aimé ce jeu-là. On va faire plein de trucs dans le même style. Et voilà. Vous n'êtes pas content, mais on a proposé 50 000 jeux dans le même style des trucs que vous pourriez aimer. Bah non, parce qu'en fait, les trucs que tu proposes, c'est juste de l'exécution par A plus B Oui, c'est fonctionnel. Oui, ça peut être très sympa. Mais en fait, c'est pas ce que j'ai envie de voir. Moi, j'ai envie que tu me proposes un truc qui fasse avancer l'histoire du jeu vidéo. Je veux pas que tu me proposes une exécution de commande, en fait. Et
Enfin, je sais pas, genre, il y a eu un jeu qui a été proposé, c'était Last Flag, je l'ai noté. Last Flag, ok. C'est un jeu où, en gros, ok, là, pour le coup, il y a une DA forte. Je vais pas... Là-dessus, je peux pas critiquer. Il y a une direction artistique qui est forte, il y a un visuel qui est fort. C'est les années 70. Mais le jeu, c'est une capture de drapeau. Une capture de drapeau. Vous vous rendez compte qu'une capture de drapeau, normalement, c'est un sous-mini-jeu, c'est un sous-mode de jeu, normalement d'un jeu multi-complet. Genre, si je prends Gears of War qui est sorti peut-être dans les années 2000, il y a un matchmaking, il y a un team deathmatch, il y a un 3 contre 3, il y a un sniper contre sniper, il y a des maps custom, et dedans, il y a une capture de territoire, et dedans, il y a une capture de drapeau. Okay, c'est un sous-mode de sous-mode de sous-mode. Dans Halo, c'est la même. T'as la création de un peu en la Garry's Mod, t'as une sandbox, donc un monde bac à sable dans lequel tu peux créer tes propres niveaux, t'as du matchmaking, t'as du infecté, donc du mode zombie, mode zombie-like et tout, et dedans il y a de la capture de drapeau, et de la capture de territoire, roi de la colline, ce genre de choses, et un capture de flag. Mais à aucun moment, les gars, à l'époque, ils te proposaient un ensemble, ils te proposaient un jeu, et dedans ils disaient, ok, on a déjà proposé un gros truc, et si on proposait des mini-jeux dedans, tu vois, normalement, une capture de drapeau, c'est censé être un mini-jeu de ton jeu de base, tu vois. C'est pas censé être un jeu à part entière. J'ai l'impression de payer un DLC qui n'est même pas déguisé. C'est là où j'ai l'impression de ne plus être compris en tant que consommateur. Là, vous essayez juste de me racketter, en fait. C'est même pas... Vous essayez pas de me convaincre d'acheter un bon jeu. Vous essayez juste de vider mon compte en banque. Et on peut se dire, ok, bon là, je parle des grands, des AAA, etc., qui prennent les gens pour des pigeons, etc. Certes. Du coup, regardons les jeux indés. Alors, il y a des jeux indés qui ont l'air très très cool. Il y a plein de propositions, il y a plein de découvertes. C'est très très beau, il y a plein d'intentions. Mais malheureusement, même chez les jeux indés, là c'est une minorité que j'ai vu, hein, mais il y a des trucs que j'ai vu passer. C'est abusé, hein. C'est abusé. Je comprends pas comment les gens ne réagissent pas et ne pètent pas un câble vis-à-vis de ça. Mais c'est peut-être que moi. C'est peut-être que moi et mes goûts. Mais j'ai vu des jeux indés tellement moches que même une IA fait mieux que ça, en fait. Même une IA fait de plus belles illustrations que les trucs que j'ai vus. Et des fois, j'ai même l'impression qu'il y en a qui ont utilisé de l'IA, mais qui l'ont mal camouflé et qui ont essayé de jongler entre graphisme et IA, histoire que ça passe et qu'ils se fassent pas trop défoncer, tu vois. Moi, j'ai pas de souci avec l'IA et l'utilisation de l'IA. Mais il y a une différence entre s'assister d'un élément, d'un outil pour essayer de faire quelque chose d'un peu créatif parce qu'on manque de compétences, ça c'est ok, je comprends, et zéro effort. Et là, je suis désolé, je vais vous montrer il y a des trucs que j'ai vus. C'est pas pour vous tirer dessus personnellement, je respecte les devs qui travaillent là-bas, vous avez tout mon soutien, toute ma force, mais arrêtez de me prendre pour un dindon. Arrêtez de me prendre pour un dindon. Creature Kind, visuellement là, ce qu'on regarde là, c'est quoi ça? On est où? C'est quoi? C'est moche, mais c'est laid, mais c'est d'un lait. C'est vomitif. Moi j'aime pas. Peut-être qu'il y en a, ils vont trouver leur compte, ils vont dire oui t'es dur, ok c'est des indés, ils font ce qu'ils peuvent. Et puis il y a aussi c'est une identité assumée. Ok, mais ça là, Kokoro Kitchen. J'adore de tout mon cœur la série des Cooking Mama. Sauf que Cooking Mama, il y a une harmonie. Cooking Mama, il y a une direction artistique qui est forte. C'est simplifié, il y a certaines formes, certaines UX design, interfaces, personnages qui sont arrondis, simplifiés, adoucis. Ça a l'air simple, mais c'est très réfléchi et c'est très travaillé comme direction visuelle et aspect esthétique et artistique. Kokoro Kitchen,
Il est où le travail là-dedans? Je suis désolé, moi je suis pas convaincu. Moi je vois ça, je je comprends pas le sens de la démarche. Vraiment, je suis pas clan, je peux pas, non, c'est trop, c'est trop. Et au niveau des escroqueries sans limite, Cozy Room Decorator, Cozy Room Decorator. Le principe, qu'est-ce qu'on nous propose? Même à la limite, tu me proposes juste un concept. Admettons, tu vois, t'as pas les financements, c'est compliqué, ok. Là, tu me proposes de décorer. En fait, tu me proposes un Animal Crossing, où c'est genre 1% de ce que tu peux faire dans Animal Crossing. Tu me proposes de décorer une pièce. C'est. Il y a des gens qui payent pour ça. Il y a des gens qui, premier degré, qui se disent waouh, Cozy Room Decorator, c'est le jeu que j'attends cette année. Vraiment, parce que si c'est le cas, moi je pense que je suis juste pas dans la bonne réalité alternative en fait. Je suis vraiment pas au bon endroit. Parce que moi j'attends des jeux qui révolutionnent l'histoire de. Enfin, qui ont l'intention en tout cas, et la volonté de révolutionner l'histoire du jeu vidéo, qui essaie de faire avancer quelque chose, qui essaie de trouver une démarche artistique, qui essaie de proposer des trucs, tu vois. Encore plus dans le monde indé. Enfin, là enfin, s'il y a bien un endroit où vous pouvez expérimenter, explorer, même s'il y a une grosse limitation au niveau financier, bah c'est l'indé, normalement. C'est là où tu peux assumer des trucs. Et j'en ai vu des belles choses. Au Summer Game Fest, j'ai vu plein de belles choses. Là, je râle, évidemment. Je peux vous montrer très rapidement tous les trucs que j'ai trouvé magnifiques. Mais est-ce que c'est normal qu'un des plus beaux trucs que je trouve magnifique, c'est la direction artistique de Lego, d'un jeu Lego? Est-ce que c'est normal qu'un des trucs qui éveille le plus ma curiosité, c'est un jeu, une espèce de jeu AMV où on choisit des dialogues et on incarne des marionnettes style Muppet Show? C'est les trucs qui ressemblent le moins à des jeux vidéo qui me font envie de jeux vidéo maintenant. Vous vous rendez compte? Parmi toutes les propositions qui viennent de nous être montrées sous les yeux. Et je suis peut-être le seul, hein, parce que l'ensemble des conférences, je les ai trouvées longues. C'était lent. Je m'ennuyais. Et peut-être ça sonne que j'en fais des caisses, hein, mais je vous jure, hein, je me suis bouffé toutes les conférences. Il y a des trucs, je les voyais passer, je me disais, mais pourquoi? Quel est l'intérêt? Pourquoi? D'autres, j'étais en mode, ok, je comprends. Là, je comprends. Je suis pas la cible. Je serai jamais la personne qui sera intéressée par ça. Je suis pas le public de ce truc-là, mais je comprends la démarche. Il y a quelque chose. Ils essayent, c'est intéressant. Ok, pourquoi pas? Je l'achèterai jamais, mais ça peut être cool pour des gens, etc. Et j'ai de moins en moins cette sensation, en fait. J'ai plus l'impression que le Summer Game Fest, de la même manière que beaucoup d'autres éléments de com', hein, c'est devenu un algorithme à la foire à la saucisse, en fait. Et je me sens de moins en moins compris en tant que consommateur et en tant que gamer. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps en regardant ce truc-là. Et j'ai pas été hypé tant que ça. Il y a 2-3 trucs que j'ai trouvé super cool. Mais il n'y a rien qui m'a marqué en mode, ok, toute l'année, je vais attendre ce jeu-là, parce que ce truc-là, il a du potentiel. J'ai pas eu ce truc comme j'ai pu l'avoir pour Clair Obscur, tu vois. Quand je l'ai vu passer, ou un truc du style, ok, ce jeu-là, il a l'air d'avoir besoin de taf, mais pour le peu de gens qu'il y a derrière lui, ou même s'il a 2-3 petites, ok, le gameplay a l'air un petit peu rigide, etc., mais il a du potentiel. Tu vois ce truc de se dire, ok, il a du potentiel. J'en ai vu des jeux de Game Fest qui ont du potentiel, mais en fait, le problème, c'est même pas tant la qualité et ce qu'on m'a présenté, c'est le nombre. Il y en a trop pour que mon cerveau puisse suivre, en fait. Et même dans toute une vie, même si demain j'étais à temps plein H24 et que je me donnais que aux jeux vidéo et que j'en faisais que ma vie H24, pourtant je suis passionné de jeux vidéo, hein. Il n'y a aucune vie, il n'y a aucune temporalité, il n'y a aucune réalité alternative dans laquelle j'ai le temps de jouer à tout ce qui m'a été proposé. Tellement il y a de jeux à la seconde. C'est trop, en fait. C'est juste trop. Donc,
vous avez l'impression qu'on digresse, hein. Mais non. C'est quoi la morale de tout ça? La morale de toute cette partie-là, c'est le marché est surchargé. Il est surchargé. L'industrie du jeu vidéo est surchargée de propositions. Dans un monde où la consommation a changé. Dans un monde où on regarde un jeu vidéo on regarde un jeu vidéo qui nous plaît d'un streamer, l'ambiance nous fait envie, on l'achète, on essaie de convaincre nos potes de jouer, on commence à peine à le découvrir, à appréhender les mécaniques de gameplay, à kiffer, que on est déjà en train de suivre son streamer ou youtubeur préféré qui nous conseille un autre jeu, ou on commence déjà à zioter un autre jeu parce que il a l'air plus sympa, parce qu'il a l'air plus délirant, parce que trouble de l'attention, je n'en sais rien. Choisis la raison que tu veux, mais t'as même pas fini le tutoriel du jeu, que tu sais que tu vas pas passer plus d'heures que ça là-dessus en fait, que tu sais que c'est juste un skin de jeu vidéo parmi tant d'autres, et tu vas juste chercher le prochain skin pour le changer et passer un petit peu plus de temps et juste gratter 2 heures supplémentaires, et tu prends plus le temps d'apprécier vraiment le truc, tu vois. Je dis mais c'est jeu, c'est une projection, tu vois, c'est juste moi, je sais que je fonctionne comme ça en ce moment, et ça me désole. Et là où le Summer Game Fest est censé être un outil de promesses, de rêves et d'avenir, bah ça devient juste une liste de courses pour passer 2 heures, plus 2 heures, plus 2 heures, plus 2 heures. Je crois que c'est même pas rendre hommage au travail qui a été fait, à l'investissement, à des gens qui ont donné 3, 5, 10 années de leur vie, des fois, sur certains jeux. Même moi, j'ai même pas l'impression de faire honneur aux jeux vidéo que j'ai sous les yeux quand je me rends compte que je suis dans cet état-là, tu vois. Qui est conditionné par le nombre de jeux qui sortent, qui est conditionné par la manière dont les gens les consomment, qui est conditionné par le groupe de potes qui t'a poussé à craquer 50 balles pour acheter un putain de Monster Hunter et qui ont joué même pas 70 heures sur un jeu comme ça qui, normalement, à l'époque où tu l'achetais, tu passais peut-être au minimum 200 heures, au minimum, sachant qu'il n'y a même pas de DLC ou de nouveautés ou d'extensions. Je parle de mes tomes de com, mais il y a une autre, il y a un autre acteur de tout ça. Et cet acteur, c'est Nintendo. Alors, quel est le lien entre la Summer Game Fest et Nintendo, vous allez me demander? Probablement aucun. Probablement aucun, si ce n'est, maintenant qu'on y réfléchit, la manière de communiquer avec les consommateurs. Nintendo, vous n'êtes pas censé savoir, sauf si vous vivez au fin fond d'un marécage et que vous êtes complètement hermétique à toute information, quelle qu'elle soit. Vous n'êtes pas censé savoir que la Switch 2 est sortie. Des tas de précommandes, un succès planétaire, je crois que c'était 150 millions de ventes, je crois. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de Nintendo? On parle de Nintendo parce que on a vu l'outil de communication utilisé par les éditeurs, par l'industrie du jeu vidéo, pour faire la passerelle entre créateurs, je grossis les traits, mais créateurs et consommateurs. Maintenant, on voit ce qu'il en est lorsque un constructeur, un des plus gros constructeurs au monde, prend lui-même ses outils de communication. On se dit, ok, dans le cadre d'un événement assez standardisé, peut-être qu'ils n'ont pas la place ou la manière de communiquer sur le jeu comme ils l'entendent. Peut-être qu'ils ont été contraints à une limite parce que c'est payant, ces événements-là. Donc c'est de la publicité. Tu veux diffuser ton trailer, tu veux diffuser un morceau de ton jeu vidéo pour montrer qu'il existe, tu casques. Tu casques très 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 cher la minute. Donc qu'en est-il quand un constructeur communique directement? Sachant que c'est pas n'importe quel constructeur. C'est Nintendo. Et Nintendo, vous n'êtes pas censé sans savoir que je suis un gros fanboy de Nintendo. Je suis pas objectif. Je suis la grosse. Vous avez compris l'idée, mais je suis la grosse de Nintendo. Demain, ils sortent un Star Fox Adventure 2. Je casque.
Demain, ils sortent une licence Nintendo que j'aime de tout mon cœur, je casque. Parce que j'ai toujours aimé le produit, j'ai toujours aimé la forme, etc. Jusqu'à la Switch 2. Et là, ce que je dis, c'est, encore une fois, c'est juste mon ressenti, c'est juste mon avis personnel. Il n'y a aucun problème à ce que vous achetiez la Switch 2. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous dire c'est bien, c'est pas bien, politiquement c'est ok, c'est pas ok, boycottez, n'achetez pas ou achetez. On s'en fiche. Il n'est pas question de vous et vos choix. Vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucun souci, je respecte ça et c'est ok. Si ça vous fait un gros kiff d'acheter Mario Kart et la Switch, faites-vous un kiff. C'est fait pour ça. Vous n'avez pas envie de boycotter, c'est ok, je comprends aussi, il n'y a pas de problème. Je vous partage juste ma vision du truc et la manière dont je suis plus en accord avec Nintendo en fait. En tout cas, je suis plus en accord avec ce que je vois là. Et peut-être que j'ai des vieux relents du passé ou de la nostalgie, mais ça correspond plus à ma manière de concevoir et de consommer le jeu vidéo. Je trouve pas ça normal. Ma manière de consommer, elle est très simple. J'estime une valeur à un objet, ou un jeu, une licence, et si je l'estime quali, je mets le prix, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'ai été habitué à payer des jeux 50 euros, puis 60 euros, plus la majorité de ma vie, ça a été plus 50 et 60 euros. Okay. Donc j'ai été habitué à un standard. Enfin, à un barème, on va dire. J'ai été habitué à des discours de Nintendo qui étaient aujourd'hui, enfin nous, notre objectif, la raison pour laquelle on se met pas dans le graphisme, la raison pour laquelle on n'a pas des gros graphismes élevés, etc., c'est parce qu'on veut briser les barrières et rendre le jeu vidéo accessible. Notre objectif, c'est qu'il n'y ait plus de barrières de genre, d'âge, sexe, que les pros, les casus, etc. jouent tous ensemble, les habitués, les non-habitués. Le but de Nintendo, c'était baisser les prix pour rendre le jeu vidéo accessible. C'est la promesse qu'ils avaient faite, et c'est ce avec quoi moi j'ai grandi. Okay. Donc, j'ai cette image et j'ai ce truc de Nintendo qui, en tant que constructeur indépendant, communique de la sorte. J'ai été habitué à une rétrocompatibilité gratuite de console en console. La DS est sortie. Quand c'était quoi, la DS Lite peut-être, je crois, ou la DS XL, je sais plus, elles sont sorties. Il y avait des versions où c'était en mode ok, c'est full rétrocompatible, il n'y a pas de souci. Quand la Wii est sortie, les jeux GameCube étaient full rétrocompatibles et c'était une valeur marchande. C'était un argument pour dire hey, vous avez été client, merci, on vous respecte et on vous respecte encore plus parce que vous allez acheter un bonus. Tout ce que vous avez accumulé jusqu'à présent, vous allez pouvoir le continuer de l'utiliser et gratuitement. Donc du coup, la Wii, c'est un investissement. C'est pas juste une console. C'est pas un redémarrage à zéro. C'est un investissement. Donc faites-nous confiance. Pour l'instant, il n'y a pas de jeu, mais vous avez toute votre bibliothèque sur laquelle vous nous avez déjà fait confiance avant. Et on vous donne, donc c'est légitime qu'on vous donne l'accès à la rétrocompatibilité et que vous puissiez mettre vos jeux GameCube sur la Switch, tu vois. Le fait qu'on ait perdu ça, je me sens pas respecté. Je trouve pas ça normal. Pour moi, c'est de la régression technologique. C'est pas censé aller dans ce sens-là. C'est censé aller dans le sens de plus t'avances, plus tu accumules, plus c'est rétrocompatible, plus c'est accessible. Et il n'y a pas d'histoire de c'est une technologie différente. Si des fans sont capables de créer des émulateurs qui tournent sur d'autres consoles, sur PC, sur Steam Deck, sur ROG Ally, sur ce que tu veux, qui même des fois tournent mieux que sur les consoles officielles, c'est qu'il n'y a pas d'excuse. C'est que du blabla. Et je suis plus en accord avec ce truc-là. Je suis plus en accord avec le fait que, à l'époque, que la DS est sortie, ils avaient dit, regardez, on a une nouvelle techno qui est incroyable. T'as une DS, ton pote a une DS, mais vous avez financièrement pas la possibilité d'acheter
tous les deux le même jeu, admettons Mario Kart DS, et ben il peut partager sa cartouche sur l'autre qui l'a pas, et vous pouvez jouer à deux, même s'il n'a pas acheté la cartouche, qui coûtait 40 ou 50 balles à l'époque, je crois, 40 balles, je sais plus. Le SharePlay de la DS. Et vous allez me dire, oui, bah ça, il y a ça sur la Switch 2. Mais alors, heureusement qu'il y a ça sur la Switch 2. Et moi, ça me fait péter un câble. C'est pas une amélioration que de l'avoir fait disparaître pendant des années, vendu des tonnes et des tonnes de jeux et de consoles et d'accessoires, pour le refaire réapparaître 10, 15, 20 années plus tard en disant « regardez, on a rajouté cette nouvelle fonctionnalité. » Non, les gars. C'est pas une nouvelle fonctionnalité que vous rajoutez. C'est quelque chose que vous remettez. C'est quelque chose que vous nous aviez déjà donné, que vous nous avez pris, puis que vous remettez. Et ça... Je suis désolé, mais je me sens pas respecté quand je vois ça. Je me sens pris pour un... Ouais, pour une vache à lait, en fait. Je me sens pris comme... Parce que moi, je suis prêt à mettre l'argent en tant que fan sur plein de trucs, mais... Là, en fait, tu m'extorques de l'argent, tu me fais un cadeau... Tu me dis, ah, tranquille, tout va bien, puis tu me re-extorques. Pourquoi c'est pas resté? Pourquoi ça n'a pas été toujours le cas? Pourquoi ça n'a pas été le cas sur d'autres consoles portables? Et ça aurait dû être une norme, en fait. C'est un truc qu'on a acquis. Pourquoi l'enlever? C'est comme, je fais un parallèle, mais c'est comme le mode coop local de Halo. C'était un des arguments principaux vendeurs de consoles, qui permet de partager les salons avec tes potes, les consoles de tes potes, t'allais squatter pour ça. Tu joues en multi, tu joues en solo, et ça te donnait quand même envie d'acheter la console et d'acheter le jeu pour toi. Pourquoi le retirer? Pourquoi retirer ce privilège qui était même le... C'est pas un bonus que vous retirez là, en fait. C'est un argument de vente principal que vous avez mis en avant pendant des années et des années, et vous l'enlevez. Et en termes de générosité, Nintendo, à l'époque, ils étaient bien. Parce que peut-être peu de gens l'ont connu, mais le bundle pack Zelda, Master Quest sur GameCube, quand on achetait Wind Waker, on achetait Wind Waker, et Nintendo disait merci, vous avez fait l'effort d'acheter un jeu avec un graphisme un peu particulier, avec effectivement une direction artistique très différente, parce que là on a pris là pour le coup Wind Waker par rapport à la série des Zelda, c'est une énorme prise de risque. Le côté cartoon enfantin, c'est une énorme prise de risque, mais pour assurer cette prise de risque, leur communication c'était vous nous avez fait confiance, on sait quel genre de joueur vous êtes, vous aimez Ocarina of Time, on vous donne accès à une version gratuite d'Ocarina of Time dans l'édition Zelda Wind Waker, où dedans, en plus, vous avez du contenu bonus qu'on a retiré ou qu'on n'avait pas pu mettre. Il me semble que c'était qu'ils avaient retiré. C'était la Master Quest, il me semble. Soit c'était des donjons pas finis, soit c'est des donjons retirés puis qu'ils ont remis. Mais il y avait un truc de fidéliser le client, brosser le fan dans le sens du poil, le remercier, le féliciter, lui faire des cadeaux. Parce que d'une certaine manière ça assurait on prend une prise de risque, mais en même temps on vous assure que ce truc là vous l'avez kiffé, donc hop, c'est cadeau. Comme ça, quoi qu'il arrive, en tant que consommateur, tu vois, quand j'avais accès à ce genre de bundle, j'avais l'impression que c'était ok pour moi de prendre des risques financiers, de tester des nouveaux trucs, parce que je dis il m'assure une sécurité, et en plus peut-être je vais tester un nouveau truc qui va me plaire. Pourquoi ça a disparu? Pourquoi c'est plus là? Pourquoi est-ce qu'à l'époque, et alors ça pour moi c'est peut-être un des plus gros trucs abusés qui existent de chez Nintendo, mais non, même pas, il y a bien pire, mais je vais pas en parler là. Mais on va reprendre l'exemple de Mario Kart, ok? Il y a Mario Kart qui est sorti là sur Switch 2. Vous savez ce qui s'était passé à l'époque? Vous vous rappelez de ce qui s'était passé à l'époque de la Wii U? La Wii U, on crache tous dessus. Tout le monde crache dessus parce qu'elle est sortie trop tôt. Parce qu'elle est sortie à une époque à laquelle elle n'aurait pas dû sortir. C'était
l'objet était pas bon dans sa forme, il y a plein de trucs qui allaient pas, mais c'est surtout une question, je pense, personnellement, de temporalité. Elle est sortie à une époque où elle aurait peut-être pas dû. C'était trop tôt. Mais on peut lui cracher dessus autant qu'on veut, la Wii U. Hein. Mais la Wii U, si vous l'achetiez avec Mario Kart 8, Nintendo vous disait, pour vous remercier, pour vous soutenir de ça, vous savez quoi ? Vous ouvrez Mario Kart 8, vous prenez le code, le code promo qui est à l'intérieur, et il vous donne accès à un jeu gratuit sur Wii U, en dématérialisé, de votre choix. Parce qu'à cette époque, le dématérialisé, c'était pas... leur promesse, c'était... Le démat, c'est l'avenir. Ça nous revient moins cher. Et grâce à ça, on va pouvoir vous baisser les prix. Et on va pouvoir vous rendre accessibles des jeux qui ne l'étaient pas de base. Et nous, ça nous permettrait de mieux gérer nos stocks, de mieux gérer nos créations de boîtes plastiques. Parce que tout ça, ça demande de l'organisation, ça demande un coût. Et ça demande énormément de temps. Et le démat était censé être... Là, il t'offrait un jeu. Hein. Et pas n'importe quel jeu. Tu vois, pas un jeu comme à tout hasard. Un tuto pour utiliser ta console convenablement qui coûte 10 balles. Un manuel qui normalement est gratuit quand tu achètes le jeu ou la console. Non, tu avais le choix entre Pikmin 3, Monster Hunter ou même Zelda Wind Waker. Et pas Zelda Wind Waker que tu peux avoir là sur Switch 2, la version classique, où tu vas payer 1000 balles ta console. Et par 1000 balles, j'arrondis, parce que j'entends console, plus manette, plus caméra, plus peut-être une autre manette, si vous êtes 2, ou 3, ou 4, et 2-3 jeux, parce que t'as quand même envie de 2-3 jeux au lancement de ta console. Non, pas 1000 balles. Là, t'as acheté ta Wii U, à son prix, à son juste prix, et tu avais accès à Zelda Wind Waker HD. Aujourd'hui, tu payes 1000 balles, voire même 1100 balles, 1200 balles, si tu prends plusieurs jeux Switch, pour Wind Waker. 4K. Mais la version classique standard. Bah, je suis désolé. Moi, je ne suis plus. Je trouve plus ça normal. Je comprends pas en fait. Je comprends pas comment est-ce que autant d'années de fidélité peuvent t'amener à ce résultat-là. Et pourtant c'est un bel outil. Hein. La Switch 2, ça a l'air d'être un bel outil pour pouvoir faire tourner des jeux aussi gros soient-ils, comme Cyberpunk, etc., sur quelque chose de poche. Ça reste quand même une performance. Mais je sais pas, peut-être la forme de la console ne m'intéresse plus, peut-être que je sais pas, les promesses ne sont pas bonnes, peut-être que ça me saoule de payer 1200 balles pour un catalogue de 2 jeux actuellement, peut-être 2-3 jeux. Je vois pas l'intérêt. Pour l'instant, je vois pas l'intérêt, même d'un point de vue professionnel, hein, même si j'avais voulu l'acheter, parce que la question s'est posée, hein, de l'acheter pour la chaîne YouTube, pour pouvoir vous le streamer par exemple. À quoi ça sert d'être noyé parmi tous les streamers et que personne ne découvre sur Twitch pour 1200 balles? Pour 1200 balles, je préfère les mettre dans un PC, ou dans d'autres commodités, ou dans d'autres éléments qui pourraient servir à faire des concepts sur la chaîne, ou même personnellement dans d'autres trucs. Et pourtant je pourrais me faire rembourser via l'entreprise parce que c'est un achat d'entreprise, mais en fait l'investissement et la valeur que ça a à mes yeux, je suis même pas sûr de le rentabiliser, en tout cas en achat neuf. Peut-être que demain, dans un mois, un an, y a une version collector qui sort moins cher. Il y a une version d'occasion que je vois passer, qui a un prix accessible. Et là, j'estimerais que la valeur monétaire que je vais dépenser à ce moment-là, par rapport au retour sur investissement qu'elle peut m'offrir, là, ça vaudra la peine, soit d'un point de vue professionnel pour la chaîne YouTube, soit d'un point de vue personnel, parce que je me dirais, oh bah tiens, il y a tel jeu qui est sorti, et lui, il m'intéresse, donc je suis prêt à l'acheter. Je vous dis pas que là, je vais jamais l'acheter de ma vie. Peut-être ça arrivera. Peut-être ça arrivera pas. Mais en l'état actuel, la manière dont Nintendo communique avec moi directement et avec nous,
Ça me paraît lunaire. Ça me paraît lunaire et je trouve que c'est révélateur. C'est du même niveau que la communication du Summer Game Fest, c'est du même niveau que la communication de Nintendo, c'est lunaire, et c'est du même niveau que la communication du prochain truc dont je vais parler, qui est Meta. Et pour finir juste sur Nintendo, encore une fois, vous faites un kiff, il n'y a pas de problème, allez-y, c'est fait pour ça. Les jeux sont cool, c'est tout à votre honneur, il n'y a aucun problème avec ça, même moi je vais le squatter chez des potes. C'est juste encore une fois ma consommation personnelle et le rapport que j'ai à Nintendo et en quel j'avais énormément d'espoir et foi et confiance, parce que s'il y a bien pour moi un acteur qui aurait une place très intéressante dans le milieu de la réalité virtuelle, c'est Nintendo. S'il y en a bien un qui est très très bon dans la création d'accessoires, c'est Nintendo. S'il y en a bien un qui a toujours été intéressé par la réalité virtuelle avec le Virtual Boy, c'est Nintendo. Et j'espérais de la Switch 2 une réelle avancée technologique, comme on a pu l'avoir avec la GameCube ou la 64, ou un concept suffisamment fort pour me dire, comme par exemple la DS, pour me dire, ok, il n'y a peut-être pas une avancée technologique impressionnante, mais il y a un concept, il y a une idée, il y a un truc unique qui vaut le coup de prendre et d'acheter cet objet, parce que cet objet, j'y mets la valeur que je vois, et le fait d'avoir un écran avec un stylet, j'arrivais à projeter et me dire ok, il y a des jeux à potentiel, il y a un potentiel, il y a un truc, tu vois. Et c'est pas la sensation que j'ai avec la Switch 2. La Switch 2, j'ai l'impression que c'est une Switch Pro. Pour moi, ça aurait été appelé Switch Pro, c'était pareil. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein. Waouh, 4K, truc. Ça m'importe peu. Ça m'importe très peu. Tu m'aurais vendu un setup VR, déjà j'aurais été plus intéressé. Tu m'aurais vendu un concept autour de sa portabilité, autour du fait qu'elle se plie en deux, j'en sais rien, autour du fait qu'il y a une gyroscopie qui marche du feu de Dieu, n'importe quoi. Là pour l'instant tout ce que je vois c'est 1200 balles pour faire tourner Zelda Wind Waker. En tout cas le seul jeu qui m'intéresse. Pourquoi je mettrais 1200 balles pour faire tourner Zelda Wind Waker alors que t'as des consoles chinoises pour 60 balles qui le font mieux, qui le font tourner mieux. T'as des mecs qui hackent leur Switch 1 pour mettre des émulateurs et ça tourne mieux. Et là, aujourd'hui, c'est déjà le cas. La Switch 2 a déjà été hackée. Il y a déjà un mec qui a réussi à faire afficher ce qu'il voulait dans un coin en haut à gauche. Ce qui prouve qu'il a réussi à passer pas mal de sécurité. Maintenant, on a franchi un cap très très important et je pense que c'est ça qui m'a le plus déconnecté de la communication et de cette volonté d'acheter des jeux, et je pense que je rentre dans un arc de ma vie où j'ai tellement peu de foi en l'industrie du jeu vidéo maintenant que je crois que je vais arrêter de m'y investir, je vais arrêter de me renseigner et je vais tout acheter en décalé, avec 1 an de décalage, 2 ans en brocante, en occasion, racheter à des potes, sur Vinted. Mais il n'y a aucun argument qui vaut la peine à mes yeux de payer 80 balles, 90 balles, 110 balles, 120 balles un jeu pour l'avoir jour 1. À l'époque où t'achetais un jeu, t'avais un jeu, t'achetais une cartouche de 64, t'avais un jeu fini, là tu payes 80 balles, t'as un jeu qui a une promesse, qui va avoir des DLC, des mises à jour, des machins pour améliorer tel truc. Ok, tu fais le calcul, Smash Bros, le dernier Smash Bros qui est sorti. Pour avoir un jeu complet avec tous les personnages, faut payer combien ? 60 balles ? Non. Non. Je crois que c'est dans les 300, 400, peut-être 500 balles, j'en sais rien, mais c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop pour ce que c'est. Je suis complètement déconnecté de ce truc-là. Et je trouve ça dommage. Et en même temps, c'est très révélateur de l'avenir parce que l'impact que ça a sur l'industrie du jeu vidéo, l'impact que Nintendo a eu, que la VR a, que les jeux vidéo ont, ces changements de prix, ces changements de paradigme, le passage au dématérialisé, ce genre de trucs,
qui aurait dû normalement nous faire gagner des sous, parce que ça revient moins cher de passer en démat normalement. Bah on est dans une industrie où je comprends plus l'intérêt en tant que consommateur. Et il est hors de question pour moi, en tout cas, le jeu vidéo est en train de devenir un produit de luxe, et je n'ai pas l'intention de payer un produit de luxe, quelque chose que j'estime être du divertissement populaire. C'est hors de question. Ça ne me correspond plus, ça ne me convient plus. Et l'avenir me fait très peur, parce que PS5, à chaque fois qu'une console PS5 est sortie, Xbox s'est direct aligné. La PS2 est sortie, bim, la Xbox s'est alignée. La PS3 est sortie, bim, la Xbox 360 s'est alignée. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la première fois dans l'histoire du jeu vidéo où PlayStation sera une console, à savoir la PS5 Pro, et on n'a pas de réponse du côté de Microsoft. Pourquoi je dis ça ? Vraiment tout ça, c'est un impact sur la VR. Vous vous rendez pas compte, mais c'est l'industrie du jeu vidéo, donc ça aura un impact sur la VR. PS5 Pro sort, Microsoft ne prend même pas la peine de sortir une console. Alors vous allez me dire, oui, il y a la console Microsoft qui est sortie là au Summer Game Fest. Non, c'est une console portable. Et c'est une version modifiée du roguelike qui existait déjà, donc c'est plus un partenariat pour proposer un nouvel outil. Mais c'est pas une nouvelle console Xbox. Là, ce que ça montre, c'est que j'ai l'impression, prenez ce que j'ai avec des grandes pincettes, mais j'ai l'impression que Xbox a abandonné en tant que créateur de console. Je pense que Xbox n'a plus aucune raison ni aucun intérêt à créer une nouvelle console et à être présent sur le marché des consoles. Je pense que... Alors peut-être que je me trompe complètement, parce que j'ai essayé de prédire l'avenir plus d'une fois sur cette chaîne, et je me suis planté en beauté plus d'une fois. Il y a des fois où j'ai eu des éclairs de génie par chance, mais en tout cas le ressenti que j'ai là aujourd'hui, en ce moment, et qui me fait peur, c'est que Microsoft puisse abandonner. On se retrouve du coup uniquement avec PlayStation et Nintendo. Donc là, actuellement, on a des jeux qui sont passés à 80€ et des hausses de prix de console. Demain, c'est quoi ? Demain, c'est des jeux à 120€, 150, 160, 170. Et si vous me dites que, mais non, ils ont monté le prix de la Xbox, etc. Ouais, ok. Ok, mais Xbox s'aligne sur les prix. Si Xbox s'aligne sur les prix et monte le prix de ses jeux, même à 90 balles, et que, au bout d'un moment, vous vous dites, ouais, non, je l'achèterai pas. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous croyez qu'Xbox, ils se font du tarot sur quoi ? Sur le fait que vous achetiez ou non un jeu à 80 ou 90 balles, ou que vous dites non, c'est trop cher, ou du fait que vous dites, oh, non, c'est trop cher. Bah, du coup, ouais, je vais prendre le Game Pass, parce que le Game Pass, il est qu'à 10 balles ou 20 balles. C'est vachement intéressant, vu toutes les exclusivités qu'il y a. Bah, ouais. Ouais. Ils ont beaucoup plus à se faire, à vous traire tout au long de l'année, avec un abonnement régulier, en fait. Et le Game Pass, c'est trop bien. Encore une fois, c'est pas le propos, c'est pas le problème. Le Game Pass, c'est ultra stylé. Mais les 80 balles, ça justifie l'existence encore plus, et ça va pousser les gens à consommer le Game Pass, et vous achetez du néant. Vous achetez du néant. Je vais vous montrer un truc. Ça, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est Fable, ok, très très bien. Il y en a qui suivent. C'est Fable sur Xbox, première Xbox du nom. Mais surtout, c'est tangible. C'est de l'ASMR. C'est physique. Ça existe. Il y a un manuel d'explication qui a été imprimé, qui a été édité. Il y a une boîte qualité à l'image qui a été réfléchie, pensée, imprimée aux couleurs de la marque. Il y a un CD qui a été gravé pour respecter l'harmonie et l'esprit du jeu vidéo. Et il y a un fascicule. Hop, je vous fais de l'ASMR. Il y a un fascicule qui a été pensé, imprimé pour une époque où Internet n'existait pas, et qui vous permet de comprendre de quoi le jeu
va parler. Et comment est-ce qu'on joue au jeu? Tout en gardant l'identité visuelle du jeu vidéo en question. Ça, non seulement c'est des mois et des mois de taf, non seulement c'est un très gros travail de communication et un très bel objet de collection. Hein. Et alors là, vous n'avez pas beaucoup de chance parce qu'il n'y a pas beaucoup d'illustrations, mais des fois en plus il y a des illustrations bien plus poussées que ça. Essayez de voir si on avait dans celui-là au cas où, mais non, ce n'est pas le cas ici, mais c'est pas l'important. Mais en fait, et c'est le point sur lequel j'arrive, ça, c'est la preuve physique et tangible qui dit, de la même manière que quand vous allez à un vidéo store ou dans une brocante, que vous achetez un film, et que vous vous dites, je l'ai fini. C'est la preuve physique d'un souvenir. C'est le truc que vous avez probablement jamais relancé ou jamais rejoué, sauf peut-être pour faire découvrir dans un cas très particulier à des gens que vous aimez, d'un amour sans limite. Mais c'est le truc dans votre bibliothèque qui prouve que il y a un morceau d'histoire du jeu vidéo qui a été fait. Il y a un souvenir, il y a un morceau de votre vie qui est présent. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Aujourd'hui, on paye et on signe des clauses, des contrats de location. La Switch 2, elle vous appartient pas. Les jeux dématérialisés Switch 2, Steam, etc. ne vous appartiennent pas. Quand vous les avez terminés, ce n'est que des gigas sur votre PC, ni plus ni moins. Quand vous avez un problème, si vous avez un problème de connexion, d'internet, pour X ou Y raison, Fable, là, celui-là, là. Aujourd'hui, en ce moment, en plus, j'ai pas la DSL, parce que j'ai une panne réseau, en plus, c'est même pas une vanne, mais ça fait 5 jours que j'ai une panne réseau. Fable, je peux y jouer. Demain, vous avez une panne ADSL ou fibre, ou électrique, non, vous pourrez plus jouer, sauf si vous avez un générateur, mais vous avez compris l'idée. Vous avez une panne internet, demain, vous pouvez pas jouer à la Switch. Vous pouvez pas jouer à certains jeux, vous pouvez pas jouer à la majorité des jeux, si ce n'est, pour pas dire tous les jeux. Et ça, pour moi, c'est pas le jeu vidéo que j'attends. C'est pas ce que j'attends de l'industrie du jeu vidéo, c'est pas ce que j'attends d'un jeu vidéo. C'est important pour moi d'avoir des souvenirs, c'est important pour moi d'avoir quelque chose qui atteste d'une évolution, une bibliothèque. De la même manière que c'est important pour quelqu'un d'avoir quelqu'un de passionné de romans, d'avoir une bibliothèque avec ses romans en fait. Certes, ok, ça prend la poussière. Et en plus, je suis asthmatique et allergique à la poussière. Mais ça m'appartient. Demain, la Switch 2. Vous faites quelque chose de travers par rapport aux lois que vous avez signées, par rapport aux réglementations de contrat que vous avez signées. Elle est plus en votre possession, elle est ce qu'on appelle briquée. Elle est bloquée. Vous ne pourrez pas l'utiliser. Demain, admettons que vous avez un gamin qui est fan de Shrek. Ok. Et Shrek, c'est cool. Et il y a un modeur qui a fait un mode Shrek pour, admettons, je sais pas moi, Cyberpunk 2077 sur Switch 2. Ton gamin, il va télécharger le petit skin de Shrek pour remplacer ton perso par des voitures Shrek et des trucs comme ça, tu vois. Nintendo va remarquer que tu as fait une modification sur leur console. Et comme tu as signé la clause, et que cette console ne t'appartient physiquement pas, ce serait la Switch 1, à condition que tu l'aies bien modé, bien modifié, etc. T'en fais ce que t'en veux. Tu télécharges tous les skins de Shrek que tu veux. Là, t'as téléchargé un skin de Shrek sur un jeu qui n'était pas prévu pour. Tu as eu le dédain d'aller à l'encontre du dieu Nintendo. Donc la console que tu viens d'acheter là, avec les accessoires, patati patata, console seule 500 balles, console avec les accessoires 1200 balles peut-être, et quelques jeux. Ton gamin vient de payer ton skin Shrek 1200 balles. Ça fait cher le skin Shrek. Ça fait très cher quand même le skin Shrek. Je suis pas sûr que ça les vaut, même si Shrek a une valeur illimitée. Mais vous voyez où je veux en venir.
Vous voyez où je veux en venir. Je pense que l'industrie du jeu vidéo ne reflète plus ce que j'espère. Et le futur de tout ça, qu'est-ce que c'est? J'ai très peur d'un univers où il n'y a plus de Xbox. J'ai très peur d'un univers... Il pourrait y arriver quoi? Peut-être que Nintendo va se mettre à la VR. Peut-être que Steam va débarquer de nulle part et donc on va se retrouver avec un nouveau triangle. Un nouveau triangle amoureux de constructeurs de consoles, à savoir Nintendo, PlayStation, Steam. Pourquoi pas? Peut-être même Apple, même si bon, ça me paraît moins probable. Mais Steam, PlayStation, Nintendo, ça me paraîtrait possible. Microsoft, j'ai l'impression qu'ils abandonnent pour redevenir éditeur et se faire des sous sur des softwares plutôt, des logiciels. C'est ça que ça veut dire software, je traduis, mais... Et ouais, non, je les vois pas continuer à l'avenir. En tout cas, pas dans les consoles. Puis de la manière dont ils vendent toutes leurs exclus, etc. Ils ont clairement plus l'air d'en avoir quelque chose à faire. Et le Game Pass est très clairement le levier le plus intéressant pour eux. Et tout ça, ça a un impact sur la VR. Et là, on y arrive. Ça a un impact sur la VR parce que c'est la même industrie du jeu vidéo. Et en ce moment, depuis quelques temps, là, les studios de jeux VR, pour faire un jeu, il faut de l'argent. Pour faire un jeu VR, il faut de l'argent. Et il faut des compétences bien spécifiques. Il faut des gens qui ont l'habitude de jouer à des jeux VR pour pouvoir mieux développer des jeux VR, parce que ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui fait que des jeux en écran plat mais qui développe des jeux VR, c'est faisable. Bien sûr, c'est faisable, mais ce ne sera pas aussi pertinent. Parce qu'il n'aura pas la même idée de point de vue, parce qu'il n'aura pas ces trucs de se dire « Ah oui, pendant les temps de chargement, on reste debout physiquement, je le sais, c'est fatigant, c'est éprouvant, c'est peut-être pas intéressant. » Et si je l'impliquais, si je le camouflais dans une petite balade en voiture, comme ça la personne peut faire semblant de s'amuser, et elle a l'illusion de ne pas être debout, et la perception du temps va changer. Des mécaniques de pensée que seul quelqu'un qui utilise la VR au quotidien peut avoir ces réflexions-là et se dire « Ok, cette mécanique-là de gameplay, je sais comment la mettre dans mon jeu. Je sais comment... Je sais quoi faire. Je sais ce que je dois faire. Je sais comment le faire. Et c'est pertinent de le faire. » C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Les studios de jeux VR, ils ont besoin de financement. Le secteur culturel est en chute libre. Le milieu de la VR est en chute libre. Ils ont besoin de financement, mais les financements ne sont pas accordés. Du coup, ils ne peuvent pas développer des jeux qui les font kiffer. Et parce que c'est pas... Développer un jeu VR, développer un jeu vidéo, déjà c'est compliqué. Développer un jeu vidéo en VR, ça nécessite de la recherche, de l'exploration technique, de l'exploration plastique, c'est pas seulement créer, c'est de la recherche. C'est de la recherche technologique en même temps. C'est deux énormes tafs qui nécessitent beaucoup d'argent et dont ils n'ont pas accès. Comment est-ce que tu veux avoir une industrie qui fasse avancer l'histoire du jeu vidéo et qui essaie des trucs risqués quand dans l'industrie de base, comme Nintendo, comme Microsoft, comme PlayStation, là où c'est plus facile de faire des jeux vidéo, là où il y a beaucoup plus de financement, puisque c'est le secteur le plus lourd financièrement dans le culturel, plus gros que je crois que l'industrie de la musique et du cinéma réunis, parce que les deux sont aux alentours de 30 000 ou 30 millions je crois, et l'industrie du jeu vidéo je crois que c'est 300 millions ou 250 millions, un truc comme ça. Enfin bref, je sais que c'est colossal, et on a eu la preuve via des jeux comme Expedition 33 que ce n'est pas forcément cette somme d'argent là qui est nécessaire pour faire des jeux qui soient exceptionnels. Et pourtant, il faut quand même des sous. Donc qu'est-ce qui se passe? Quel est l'avenir de tout ça? Je pense que là on est dans une période de creux pour ce que la réalité virtuelle, elle est augmentée. Je pense que ce qui peut débloquer ça va être beaucoup d'indés et des financements. Est-ce qu'ils vont les avoir? Comment est-ce que ça va être mis en place? Est-ce que des gros studios AAA ou des trucs comme ça vont mettre en place des cellules spécialisées VR pour développer dessus?
Je suis même pas sûr parce que Ubisoft avait essayé. Après, c'est pas le meilleur des exemples, mais Ubisoft avait essayé pour Assassin's Creed. Parce que oui, il existe un Assassin's Creed VR, mais très peu de gens sont au courant. Et oui, ça existe. Si vous étiez abonné à la chaîne, vous le sauriez. Mais c'est très flou. C'est très flou pour les acteurs de l'industrie. Jeux vidéo classique, VR, tout comme ça l'est pour moi. J'ai beaucoup de mal à me projeter. J'ai très peur de ce que va devenir l'industrie du jeu vidéo. Et j'espère qu'elle sera positive. Et j'espère qu'on aura des bonnes surprises. Mais en l'état actuel, c'est très 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 mal parti. C'est très mal parti. Parce qu'il y a la VR subit le même problème que la Summer Game Fest dont je vous ai parlé tout à l'heure. Summer Game Fest, je vous ai dit, il y a plein de roguelikes. Il y a un roguelike qui a fonctionné, il y a un Dark Souls qui a fonctionné, il y a un Battle Royale qui a fonctionné. On a eu le droit à ça. Et pareil, il y a eu un monde ouvert qui a fonctionné, on a eu le droit à ça. À la masse. En VR, il se passe quoi? On a eu un Gorilla Tag qui a fonctionné, et du coup on a des Gorilla Tag à la masse. On a un mini-jeu Brainrot qui a fonctionné, hop, scanner les gens qui doivent passer, la sécurité. Et on a eu plein de jeux qu'on appelle Brainrot, donc c'est des jeux débiles. Brainrot, c'est vraiment des jeux où t'as pas besoin de réfléchir, tu poses ton cerveau et juste tu joues du niveau de, et ça existe vraiment à mon plus grand désarroi et à mon plus grand désespoir. Il y a un jeu qui existe où tu ouvres des œufs en chocolat, t'as un Kinder dedans, enfin c'est un Kinder avec un jouet, tu l'ouvres, et en fait, t'as ton jouet, t'as les morceaux, tu les prends et tu dois les assembler, et il te montre les zones directement, ça se place automatiquement, t'as quasiment rien à faire, et une fois que t'as fini, la pièce vient se poser dans ton décor, et tu dois faire ça, en boucle, c'est un gacha, c'est même pas un gacha déguisé, c'est un gacha, c'est un jeu de loterie, pensé, conçu pour enfants. Et c'est tout. Il n'y a pas de... J'ai rien d'autre à dire là-dessus. C'est tout. Et des mini-jeux comme ça. Les mini-jeux à la... Je n'irai pas plus loin. Il y en a trop. Il y en a trop. Et des gens plein de talent qui ont envie de développer des jeux vidéo VR intelligents qui feraient avancer l'histoire du jeu vidéo sans aucun doute. Bah on leur donne pas les moyens de réussir. Donc c'est quoi l'avenir de tout ça? Et là-dedans, Meta, parce que j'ai pas oublié Meta, je ne vous ai pas oublié, tout ça, tout ce dont j'ai parlé, tout est lié. Même si ça sonne très vidéo complotiste, mais c'est pas du tout le sujet, vous l'avez bien compris. Mais Meta avait pour projet de développer et sortir le MetaQuest. Enfin, ils ont déjà commencé à développer le MetaQuest 4, MetaQuest 4S, et ils ont annoncé qu'ils l'annulaient pour se réorienter sur quelque chose d'autre. Quelque chose qui serait l'avenir de la réalité virtuelle et de la réalité, enfin surtout la réalité augmentée, selon Meta. Et qui, je partage cet avis aussi, je pense que c'est un outil d'avenir, c'est les lunettes connectées, les lunettes de réalité augmentée, qui s'appelle actuellement Projet Orion. Vous pouvez voir 2-3 petits... Désolé, j'ai la gorge sèche comme tout. Vous pouvez voir 2-3 petits... Je vais prendre un truc. Hop, vous êtes à 1 heure de vidéo, vous êtes plus à ça près. J'ai failli faire tomber la bouteille. Est-ce que... Bah tiens. Je parle. Mais... Je vais enchaîner sur les lunettes Orion, promis. Dans tout ce que j'ai dit, dans tout ce que j'ai blablaté, dans tout le venin que j'ai sorti, est-ce que vous vous retrouvez là-dedans ou est-ce que je suis tout seul? Est-ce que je suis tout seul dans mon délire? Et c'est ok, tu vois, si je suis tout seul dans mon délire. Je comprends que je sois dépassé par la manière de consommer les jeux vidéo, que ça a évolué, que je suis plus le public cible. Je suis un papy. Je suis un papy du jeu vidéo, je pense. Et si c'est le cas, c'est ok, mais est-ce que je suis vraiment le seul à voir ça? Est-ce que je suis juste dans mon monde et fou? Ou
Ou est-ce qu'il y a une majorité silencieuse plus grande que ce que je pense? Ou est-ce que ça vous convient? Est-ce que je suis complètement à 100 000 lieues de réfléchir et de penser ce qui se passe et en fait, ça vous convient la manière dont l'industrie évolue? Je sais pas. Je sais pas. Je pensais pas que la vidéo serait aussi longue. Je pensais pas que j'avais autant de choses à dire. Mais bon. Si vous êtes encore là, déjà merci. Merci à ceux qui... Bon, alors là, vous avez bourriné mon watch time, hein, très clairement. Je sais pas. Merci, s'il y en a qui partagent, like, patati patata, vous connaissez, hein. Je le dis dans chaque vidéo, donc je pense que ça va. On a fait le tour. Mais ouais, il y a une lassitude. Il y a une tristesse. Et en même temps, il y a un message d'avenir, parce que les lunettes Orion, elles ont l'air très très cool. Je pense que la VR a de l'avenir, mais à condition que les lunettes de réalité augmentée se répandent dans les foyers, dans le quotidien. Si elles rentrent dans les habitudes de consommation, ça peut être un très très bon premier pas pour convaincre les gens d'essayer la réalité virtuelle. Parce que c'est plus facile d'appréhender la réalité augmentée, mais ça j'en ai déjà parlé sur la chaîne, vous m'avez déjà entendu le dire. Et je pense que les lunettes Orion sont parfaitement adaptées pour ça. Ce truc à la Minority Report ou Stark, Anthony Stark. Oui, il s'appelle pas Tony Stark, mais il s'appelle Anthony Stark. Hein. C'est pas pour rien. Mais ce truc d'avoir des lunettes connectées qui permettent de traduire en temps réel et dialoguer avec n'importe qui dans le monde, de savoir dans quelle direction tu vas sans avoir à regarder sur ton téléphone, qui permettrait de traduire en temps réel les panneaux, qui permettrait, associé à de l'IA, te recommander quel aliment, quelle recette préparer, te recommander, de te donner des informations sur tout ce que tu regardes, tel monument, tel meuble, enfin bref. Les applications sont multiples et diverses et il faut pas voir ça, je pense, comme un élément qui va remplacer le téléphone, au contraire, mais plus ça comme un élément qui va venir assister le téléphone et qui va te permettre de profiter des applications que tu as déjà, mais d'une autre manière. Le GPS, par exemple, c'est l'explication. Je trouve que c'est l'exemple parfait. Avoir un GPS sur ton tel, c'est une des meilleures choses qui soit. Avoir un GPS intégré là où tu regardes, et tu as juste à regarder la rue pour savoir si c'est bien vers celle-là où tu dois aller, c'est une autre manière de consommer un GPS. Et je pense que c'est probablement la meilleure manière de consommer un GPS, parce qu'elle ne t'isole pas dans un écran, parce qu'elle ne limite pas ton champ de vision et qu'elle te permet de rester conscient de ce qui se passe autour de toi. Et je pense qu'il y a beaucoup d'applications qui prendront tout leur sens à être consommées de cette manière-là. Les lunettes, c'est une autre manière de consommer les applications. Le fait par exemple d'avoir des notifs ou un live chat en temps réel en même temps que tu fais ton stream, admettons, qu'il soit là, genre en continu. Je pense qu'il y a plein de trucs qui sont très très difficiles à visualiser là tout de suite maintenant parce qu'on n'en a pas l'habitude de consommation. Mais ça, pour le coup, je pense que ça peut ouvrir la porte à un bon futur intéressant, à des jeux intéressants, parce qu'il pourrait y avoir des jeux vidéo comme ça, des jeux en réalité augmentée. Je pense à Niantic qui fait Pokémon Go, hein, donc il y aurait des jeux. La réalité augmentée, il y a possibilité de faire des jeux avec ça aussi. Hein. Mais si Meta décide de mettre tous ses œufs dans ce même panier, alors qu'il était parti sur le Quest 4, Quest 4S, c'est qu'il sait très bien. Il fait pas ses choix au hasard, Meta. Mark Zuckerberg, il sait très bien que c'est là qu'est l'avenir. Et je pense être assez d'accord avec lui pour le rejoindre là-dessus. Je pense que c'est ça. Je pense que l'avenir de la VR, il va reposer sur ça. On a de très belles choses qui arrivent dans
dans les prochains mois, peut-être les prochaines années. Mais là, actuellement, c'est le calme plat. C'est un peu plus mort. On a un terrain un peu particulier de communication entre les éditeurs, développeurs. Enfin, c'est une période de froid. C'est une période un peu creuse, un peu particulière. Mais j'espère que c'est une période pleine d'espoir. Et j'espère que les lunettes seront un premier pas vers la réalité virtuelle. J'espère des tas de trucs. J'espère des tas de trucs. J'espère avoir plein de jeux, d'expériences en réalité virtuelle qui ont du sens, qui font avancer l'histoire du jeu vidéo, qui permettent de consommer différemment un média que je trouve fantastique. Et j'espère de tout mon cœur que ça ne devienne pas un produit de riche, que ça ne devienne pas un produit de luxe, et que ça reste d'une manière ou d'une autre, de manière légale ou non légale, même si je ne vous encourage pas à faire ça bien évidemment, parce que je me dois de vous le dire légalement, hein, sinon vous savez très bien ce que j'en pense. Mais j'espère qu'on trouvera tous notre compte là-dedans. Et je croise les doigts. Bref, c'était Anthony de la chaîne Le Grand Vizir du Métaverse. Première chaîne en partant de la fin de France sur YouTube. Plein de questions, plein de doutes, plein de contradictions. On verra ce qu'il en est. Et puis j'espère que tout ira bien pour le jeu vidéo.